Plusieurs collègues souhaitent s'exprimer. Je vous suggère que nous les entendions successivement, puis le rapporteur général a de nouvelles questions, peut-être dans la foulée, que nous adresserons aux différents membres du panel. Alors, M. Albéric de Montgolfier a demandé la parole en premier. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un témoignage, puisqu'avec Philippe Dallier, comme ça a été dit tout à l'heure, nous avons produit un rapport relativement récemment sur la fiscalité et le contrôle des douanes sur le commerce électronique, et nous étions rendus à Cyberdouane. Donc, Cyberdouane est une petite cellule des douanes qui fait de la veille sur Internet. Et nous avons vu de manière très précise le fonctionnement du réseau Tor. Le réseau Tor, donc, c'est un réseau auquel on accède en téléchargeant un logiciel, et on accède ensuite à des plateformes illégales du type de Silk Road, comme ça a été dit à l'instant. Et bien sûr, ce qui nous a étonné avec Philippe Dallier, c'est que sur cette plateforme où il y avait des catégories stupéfiants, trafic d'armes, assassinat, on choisissait sa rubrique, donc c'était assez varié, mais d'un domaine vraiment illicite, eh bien évidemment tous les paiements se faisaient en bitcoin. Donc on a été un peu refroidi par le caractère vertueux du bitcoin. Ça rejoint un peu ce que ça a dit. Donc voilà, donc question toute simple, en effet, pourquoi ces plateformes utilisent le bitcoin? Bon, je crois qu'on a une partie de la réponse à la question. Ma question porte sur le nombre d'utilisateurs du bitcoin. J'entendais une émission passionnante dans la voiture dimanche à la radio, et on disait qu'un très petit nombre de personnes physiques, je crois que c'était l'ordre de 500, détenaient la moitié des bitcoins en circulation. Est-ce que ce chiffre peut être confirmé? Combien y a-t-il de personnes qui détiennent les bitcoins? Et est-ce qu'il y a une si grande concentration sur un si faible nombre de détenteurs? Merci. Merci beaucoup à Albéric de Montgolfier. La parole est à Richard Young. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je voudrais d'abord rejoindre le rapporteur général pour dire bienvenue à l'innovation. On a là visiblement tout un secteur nouveau qui est en train de s'ouvrir, qu'on comprend plus ou moins bien, mais c'est le but d'audition comme aujourd'hui de mieux comprendre. Et je rappelle que la France est en retard, en particulier dans le domaine des circuits de paiement. Tout ce qui est PayPal, etc., n'est pas en France, malheureusement. Même s'il y a une initiative récente des grandes banques d'essayer de monter un réseau de paiement en ligne, nous sommes en retard. Et moi, j'aurais tendance à dire nous ne devons pas rater de nouvelles possibilités, surtout si elles facilitent les échanges et permettent de baisser le coût des transactions. Qu'il y ait des choses illégales qui se passent, ce n'est pas lié à la nature du produit, ça existe partout. Tout ce qui a été évoqué, c'est fait aussi avec des chèques, un peu moins d'ailleurs, parce que ce n'est pas très bien, mais avec du liquide ou avec d'autres moyens de paiement. Donc, ce n'est pas le moyen de paiement, je dirais, qui est en cause. C'est quelque chose auquel malheureusement nous aurons à faire face. Et que le système soit alégal, c'est l'expression que vous avez forgé un nouvel adjectif dans la langue française, qui est bien d'ailleurs. En soi, ce n'est pas nouveau. Regardez la régulation bancaire. Nous faisons des efforts énormes en matière de régulation bancaire. Enfin, vous connaissez tout ça. Mais nous savons tous qu'à côté de ça, il y a un secteur non régulé, la banque parallèle en quelque sorte, qui n'est pas illégale, mais qui échappe à toute réglementation. Alors, de temps en temps, nous essayons de faire ceci pour les chambres de compensation, tout ça, mais en réalité, le grand volume échappe. Donc, on est au fond dans la même situation. Ce qu'il faudrait, bien sûr que nous devons essayer de surveiller, d'encadrer. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus, et je pense que c'est à vous qui connaissez et qui suivez ces produits nouveaux de nous dire quels sont les besoins de réglementation. Je crois que le Sénat, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, a toujours répondu présent quand telle ou telle autorité avait besoin d'un outil juridique pour encadrer telle ou telle activité. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la France est peu active sur ce marché? Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'il y a des pays très actifs, des pays, si j'ai bien compris, où c'est interdit? Bon, ça, c'est une façon de faire.
Mais à l'intérieur de l'Europe, où il n'y a pas d'approche commune d'ailleurs, si je comprends bien, j'ai compris que la France était un des pays les moins actifs. Qu'est-ce qui caractérise cette situation? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer le marché, en quelque sorte? Oui, j'ai bien noté qu'il y a des éléments de réponse qui se préparent. Je vous demande de bien vouloir entendre la série de questions et ensuite vous répondrez les uns et les autres selon vos domaines d'intérêt, de compétences dans l'ensemble des sujets évoqués. La parole est à Monsieur Jacques Chiron. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'irai sur une question qui est peut-être plutôt en direction de Monsieur Cornu, sur comment se passe la rareté du produit. Au tout début, on créait 50 bitcoins toutes les 10 minutes. On s'est aperçu que ce produit se développait, et aujourd'hui, on n'en crée que plus que 25. Donc, est-ce que c'est les programmateurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de la création de cette monnaie, qui sont les créateurs de oui ou non Bitcoin, parce qu'on m'explique que ce sont des mineurs, mais après, on voit bien que ça se régule. Bon. Et donc, est-ce qu'il y a là une spéculation sur la rareté qui peut commencer à se mettre en place, puisqu'on voit que la monnaie, pas cette monnaie, le cours de cette création monte excessivement vite. Et est-ce que là, on a un début de spéculation de la part des créateurs? Parce que si on dit qu'il y a très peu de personnes qui sont, entre nous, mineurs de ce produit, est-ce que ce n'est pas eux qui créent la spéculation? Voilà. Et donc, on commencerait à voir la réalité du produit, si c'était le cas. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Philippe Adneau. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques éléments statistiques que j'aimerais connaître. Combien y a-t-il de mineurs? Puisque l'Allemagne taxe les plus-values, il faut donc avoir connaissance de ce qui est en cours et de la variation. On sait que la valeur a été multipliée par 1000. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la répartition des bitcoins de départ. Pour combien de mineurs? Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole? Je n'en vois pas. Monsieur le rapporteur général, vous avez des questions complémentaires? Oui, brièvement, Monsieur le Président, parce que nous sommes soucieux d'avoir quelques éclairages. Vous avez tous bien noté qu'il y avait plus de questions dans les interventions de certains des intervenants ce matin et que de réponses réellement. Donc il y a bien de grosses interrogations. Moi, je suis en tout cas curieux de connaître les réactions de Monsieur Grandval, qui est en quelque sorte appelé à la défense, vu les expressions qui ont pu être émises depuis ce matin. En tout cas, moi, j'ai à titre personnel le sentiment que nous sommes au début d'un processus, que l'innovation en la matière peut être porteuse d'avenir, que le souci de régulation, évidemment, que nous relayons ici au Parlement est évident, puisqu'à partir du moment où on parle de quelque chose de à l'égal ou de à l'écart ou de différent qui ne rentre pas dans le champ courant de la régulation, il y a bien sûr à s'interroger. Moi, j'ai 3 questions complémentaires, Monsieur le Président. La première sur les radars, puisqu'il a été question de radars tout à l'heure. En France, il y a 25 ans, 15 000 morts sur les routes par an. Aujourd'hui, c'est, je ne sais plus, 3 000. On peut penser que les radars ont contribué largement à changer les comportements des conducteurs. Et aujourd'hui, il y a des radars mobiles. On crée de l'insécurité pour chaque conducteur parce qu'il ne sait pas où le radar va se trouver finalement. Comment faire pour que votre comparaison tout à l'heure sur les radars puisse trouver à être concrétisée quant à la surveillance effective? Est-ce qu'il y a d'énormes efforts à faire pour nous qui avons à nous occuper aussi des finances publiques? C'est un souci que nous pouvons avoir. Est-ce que ça coûterait très cher d'installer des radars partout pour qu'on puisse mieux surveiller ces dispositifs? Deuxième question sur le fait de savoir s'il y a ou non un pilote dans le système Bitcoin. Existe-t-il un acteur, par exemple un Bitcoin Foundation aux États-Unis, qui
pourrait servir de référent aux autorités, au fond, d'où pourrait venir le regard centralisé. Je ne veux pas, Monsieur le Président, m'engager sur des comparaisons avec ce que vous avez pu dire tout à l'heure sur les surveillances qui viennent de ces autorités américaines, mais peut-être c'est une question tout de même sur laquelle il serait bon d'être éclairé. Et puis enfin, dernière chose, est-ce qu'au fond, on ne devrait pas rapidement donner à ces monnaies virtuelles un statut légal de manière à mieux pouvoir les réguler? Est-ce que ce n'est pas vers ça qu'il faudrait tendre rapidement pour une forme d'intégration dans la réalité régulatrice et également dans les évolutions de la législation? Est-ce que cette volonté de mieux intégrer le plus vite possible ne serait pas la bonne façon de procéder? Voilà, Monsieur le Président, quelques éléments complémentaires. Eh bien, ils sont fort importants et nos interlocuteurs vont nous aider à nous faire une conviction. On peut notamment se demander pourquoi l'Union européenne, qui est si féconde en réglementation de toute nature sur toutes sortes de produits et de services, n'est pas, mais peut-être est-elle, en train d'élaborer des règles du jeu. Madame Damarzit ne nous en a pas parlé. Alors, donc, je vais passer la parole aux uns et aux autres. Moi, j'ai finalement un souci. Comment une chose aussi décentralisée peut-elle engendrer tous les jours un seul cours? C'est le fonctionnement du marché. C'est finalement cela qui m'intéresse. On a tous les jours un cours fixé comment, par qui, et qui est le même pour tous les acteurs de ce marché dans le monde, si j'ai bien compris. Ou si ce n'est pas ça, il faut nous l'expliquer. Est-ce que cela veut dire que les différentes plateformes sont connectées entre elles? Est-ce qu'il y a un référent, un grand architecte, quelque part? Non, ou un grand mécanicien, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler. Si l'on arrive à créer un cours unique tous les jours, cela doit bien vouloir dire qu'il y a un arbitrage d'une plateforme à une autre plateforme. Il y a des écarts de marché, il faut bien les réduire. Ça suppose d'intervenir avec des moyens, où sont ces moyens, etc., etc. Alors, nous en avons terminé avec les questions, du moins les nôtres, et je voudrais d'abord demander à M. Grandval bien vouloir réagir. Donc ensuite, M. le directeur scientifique, ensuite, si vous le voulez bien, peut-être Tracfin, douane, puis Banque de France, et puis naturellement État, Trésor, vers lequel on se tournera avec révérence. Alors, M. Grandval. Alors j'ai essayé de noter toutes les questions qui ont été posées, je vais tâcher d'y répondre. Rappelez-moi si j'oublie des éléments dans ma réponse. Tout d'abord, vous parliez du réseau Tor, de Silk Road, à propos de Bitcoin. Alors, petit point sur Tor. Tor est un système d'anonymisation du trafic sur Internet, qui est une technologie également. Et comme toute technologie, elle a des opportunités, elle a des risques. Elle a des opportunités pour un certain nombre d'utilisateurs dont la parole peut être bannie dans certains pays, pour des journalistes, pour ce type d'activité. Et effectivement, il peut y avoir des usages tels que Silk Road qui sont condamnables. Mais Tor est une technologie complètement déconnectée de Bitcoin. Ensuite, l'effet Silk Road est très intéressant puisque pendant très longtemps, et on continue encore en France de dire Bitcoin, l'assimiler essentiellement à Silk Road et à la drogue. L'investigation du FBI et le fait que Silk Road ait été fermé a entraîné une réaction intéressante du marché, un petit frémissement à la baisse du cours du Bitcoin, qui est censé être le symbole de la vitalité de Bitcoin, ce qui ne l'est pas. Et ensuite, un retour à des niveaux de cours comparables, voire supérieurs à ce précédent. Les études ont montré qu'il y avait probablement 1% des transactions Bitcoin qui concernaient le réseau Silk Road, dont on disait qu'il était le seul intérêt de Bitcoin. Donc force est de constater que non, Bitcoin n'est pas porté par Silk Road, n'est pas porté par des activités illégales, il est porté de plus en plus par des activités de marchands, enfin de commerçants, et principalement aux États-Unis, où plusieurs dizaines de milliers de marchands ont basculé, ou en tout cas se sont convertis à l'acceptation des paiements par Bitcoin.
Ce n'est pas le cas en France. On n'en a pas du tout cette image ici. Il faut réaliser ce qui se passe outre-Atlantique, des dizaines de milliers de marchands et tous les jours des milliers de marchands qui basculent sur Bitcoin. Donc c'est plus du tout une activité concentrée sur Silk Road et sur la drogue et sur le blanchiment. C'est une activité de paiement électronique qui effectivement peut trouver à ses limites des activités illégales contre lesquelles on a différents services ici qui sont tout à fait équipés normalement pour lutter. Et nous-mêmes, les assistons ou les aidons, si besoin, dans leur compréhension de Bitcoin, dans leur analyse technique, dans ce qu'on peut faire, dans la limite de nos compétences également. Mais j'encourage tous les services de l'État et tous les services d'ailleurs commerciaux, qu'ils soient bancaires ou autres, à investiguer cette technologie, à monter en compétences, parce qu'effectivement c'est une technologie complexe qui a été adoptée rapidement par des gens très malins et très intelligents, à des fins vertueuses ou moins, mais à nos services d'être également à la hauteur de ces enjeux technologiques. On ne peut pas les interdire, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les désinventer. Ils sont là, et il faut conjuguer avec, et il faut en tirer le meilleur. En tout cas, c'est nous ce que nous tâchons d'en faire. Concernant le nombre de détenteurs de Bitcoin et le fait que les personnes étant présentes au démarrage du réseau ont pu accumuler des quantités de Bitcoin importantes, c'est tout à fait vrai. C'est un sujet qui choque un certain nombre de personnes et qui pour d'autres est tout à fait normal. Considérant que Bitcoin n'est pas une monnaie mais plutôt comme une part d'un réseau, je considère que les créateurs et les premiers développeurs et les premiers acteurs de ce réseau-là ont pris un risque, ont travaillé et ont donc gagné des bitcoins de façon plus simple que les premiers. Mais finalement, si on rapporte ça à un autre élément de comparaison, on n'est pas choqué qu'un Mark Zuckerberg détienne des dizaines de milliards de dollars en valeur de sa société. Ça ne me choque pas, ni la fortune de Steve Jobs. Mais finalement, sur Bitcoin, et c'est un peu nouveau, ça ne choque personne dans le réseau Bitcoin que les créateurs, qui ont fourni un travail considérable et qui ont apporté une innovation majeure sur le marché, puissent avoir la rémunération, la contrepartie de leur rapport à l'économie numérique. Ils sont pardon ? Ou peut-être, ça on peut difficilement savoir. Mais alors, le principe de leur rémunération, c'est une sorte de redevance, c'est un droit de propriété industrielle, c'est tout le principe intellectuel, c'est quoi ? C'est un principe un petit peu complexe de la création des bitcoins. Les bitcoins sont créés exclusivement en rémunération du travail réalisé par les processeurs du réseau. Donc les bitcoins ne sont créés que pour ceux qui collaborent au réseau bitcoin et qui assurent sa sécurité et la transmission des transactions électroniques. Donc les premiers possesseurs de bitcoin ont été les premiers opérateurs à véhiculer des transactions. Alors effectivement, lorsque le réseau est né et qu'il y avait quelques dizaines de transactions qui passaient tous les jours, il était extrêmement simple de gagner 50 bitcoins, comme on le disait, à peu près toutes les 10 minutes. Et puis, la complexité du réseau s'est accrue, le nombre de transactions également, et donc l'effort à faire pour gagner ces bitcoins est devenu de plus en plus important, et aujourd'hui, il y a une véritable compétition entre tous les processeurs du réseau, qui est vertueuse, puisque c'est une compétition qui vise à sécuriser le réseau, et en même temps, elle est rémunérée par la création de Bitcoin. Voilà. Quand on a beaucoup de Bitcoins, on en fait quoi ? Comment est-ce qu'on liquide cette position ? C'est assez hybride et vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a aucune instruction qui est donnée à Bitcoin. Bitcoin, c'est un logiciel libre, donc ou bien vous les vendez, ou bien vous achetez des biens et services, ou bien vous les conservez, ou bien vous faites ce que vous voulez. De plus en plus, on disait au départ que c'était surtout un outil spéculatif, je n'utiliserai pas le mot d'épargne, hein, mais presque, où les gens faisaient un placement en Bitcoin en disant « moi je considère que la valeur de Bitcoin va augmenter, et donc je veux avoir des Bitcoins ». C'est légitime, la spéculation, elle existe a priori sur l'ensemble des marchés aujourd'hui et Bitcoin n'y échappe pas, comme tout ce qui a de la valeur. Mais de plus en plus, les usages vont se tourner vers le paiement. C'est ce à quoi on assiste aux États-Unis, où on parle de moins en moins de Bitcoin comme de la réserve de valeur. On arrête de se focaliser sur le cours qui augmente de plus ou moins 10% dans la journée, ou plus d'ailleurs, et on se focalise sur l'intérêt des marchands et le nombre grandissant de marchands. Est-ce qu'il y a des options sur les Bitcoins ? Est-ce qu'on peut prendre des positions ? Je crois qu'il existe des opérateurs qui commencent à travailler sur ce type de... voilà qui est fort intéressant. Alors, Monsieur Cornu, oui, vous terminez s'il vous plaît. Pardon. Oui, s'il vous plaît. Oui. À traiter. Une question très intéressante sur le retard de la France. Effectivement, la France est en retard. Je pourrais tirer une certaine gloire du fait que Paymium soit la seule start-up Bitcoin en France, mais au contraire, j'en suis plutôt affligé.
Et il faut considérer donc les pays qui sont en avance. Les pays qui sont en avance, ce sont les États-Unis, l'Europe du Nord de façon générale, l'Allemagne en particulier, Israël et puis l'Asie. Ce sont des pays qui ont pris des positions très en avance sur Bitcoin. Toutes et leurs régulateurs ont tous émis le message que Bitcoin était une innovation technologique et à ce titre, qu'il était de leur devoir de l'accompagner. Pas forcément de l'encourager parce que Bitcoin a des risques. Comme je l'indiquais dans ma note, on est tout à fait conscient des risques et que peut comporter Bitcoin, mais surtout des opportunités. Et à ce titre, il faut l'accompagner, il faut voir comment ça fonctionne, il faut comprendre tout son fonctionnement de bout en bout, et ensuite avancer, pourquoi pas, dans des termes de régulation, parce qu'on a quelques idées en la matière qui seraient importantes. Il y a plein de choses à faire. Il est important, à ce titre, que la régulation, si elle a lieu, qu'elle soit liée aux activités bancaires ou fiscales, soit européenne. On a aujourd'hui, nous, des concurrents en Europe qui sont normalement tenus d'appliquer la même réglementation que nous, la même régulation, qui ne le font pas du tout, et qui ont des activités qui ont une croissance impressionnante par rapport à la nôtre, parce qu'ils fonctionnent en dehors de la réglementation que nous-mêmes avons, de notre propre fait, décidé de respecter de façon extrême quasiment. Et donc, je m'étonne aujourd'hui qu'en Europe, des banques européennes soumises aux mêmes réglementations et des États européens laissent faire des activités aux frontières de l'Europe en distorsion complète de la concurrence à laquelle nous sommes confrontés. Donc, si, et nous l'encourageons, une régulation de ces activités devait avoir lieu, il faut à tout prix qu'elle soit européenne, tant au niveau fiscal qu'au niveau bancaire. Sinon, c'est assurément la fin de la France dans notre domaine et l'activité s'exercera ailleurs. Aujourd'hui, elle a lieu ailleurs, elle n'a pas lieu en France. Hein. Il y a très peu de volume en France. La France ne risque rien. Mais elle risque tout. Elle risque tout parce que tout se passe ailleurs. Internet n'a pas de frontières et dans ce domaine-là, les gens l'ont très bien compris. Donc il faut que la France ait une position innovante en la matière pour pouvoir capter des compétences et des activités sur ce domaine du paiement électronique, parce que c'est un domaine qui est nouveau, générateur d'emplois et d'activités dans le domaine du paiement électronique, du commerce électronique. La création monétaire, je l'ai vaguement abordé tout à l'heure. Sur le nombre de mineurs et sur la taxation, alors la taxation, je laisserai ce sujet aux personnalités compétentes. Sur le nombre de mineurs, c'était vous qui posiez la question ? Oui. Alors, je crois qu'on estime à peu près à plus de 100 000 le nombre de processeurs sur le réseau. Moi, je n'ai pas les chiffres exacts, je ne sais pas si mes associés ont une... Non, c'est à peu près ça. Donc environ 100 000 processeurs sur le réseau qui sont souvent regroupés dans ce qu'on appelle des pools de minage, c'est-à-dire que les processeurs se mettent ensemble pour réussir à capter un peu de création de valeur. Et ce réseau à la fois se densifie en volume, mais en valeur également, dans le sens où la puissance de calcul du réseau augmente elle-même de jour en jour. À ce titre, une industrie hardware s'est créée autour des outils de vérification des transactions Bitcoin. Il y a une industrie nouvelle qui est née avec des systèmes informatiques hardware, des composants informatiques qui ont pour vocation de traiter et de sécuriser les transactions du réseau Bitcoin. Donc c'est vraiment une nouvelle économie qui est née. Sur les pilotes dans le système, sur le statut légal et sur la régulation, pilote dans le système, il existe aux États-Unis une fondation Bitcoin qui représente, en tout cas qui est une voix d'un certain nombre d'acteurs de l'économie Bitcoin. Nous avons pour volonté de créer une association Bitcoin Europe. En France, ça serait trop facile, il n'y aurait que nous aujourd'hui. En tout cas, une association Bitcoin Europe, c'est en préparation par Parpemium avec d'autres prestataires européens. Quant à la régulation et au statut légal, oui, le statut légal est important. En tout cas, une position telle que l'a fait l'Allemagne serait assez rassurante pour l'ensemble des acteurs. Nous, on côtoie tous les jours des entrepreneurs français et étrangers qui nous disent « je ne peux pas le faire en France, c'est quoi le statut en France ? Je vais aller le faire en Allemagne, c'est beaucoup plus simple, ils ont pris une position. Je vais le faire aux États-Unis, c'est simple, tous les régulateurs se sont exprimés.
Je vais le faire à Singapour, c'est simple, ils sont exprimés. Alors effectivement, je ne vais peut-être pas le faire en Chine et en Thaïlande, mais a priori, ce n'est pas non plus les deux pays que je vise en premier. Donc oui, en Allemagne, aujourd'hui, c'est plus simple. Aux Pays-Bas, c'est également plus simple. Les régulateurs ont pris des positions assez claires, ouvertes, officielles sur Bitcoin et sur le fait qu'ils allaient accompagner le développement. Donc c'est important. Et sur la régulation, nous-mêmes, en étant au cœur du système, nous avons des idées et des propositions à faire en matière de régulation de nos activités et de ce qui peut l'être. La régulation, d'un point de vue très positif, pour moi en tant que société, je la prends comme un soutien et une assurance dans mon activité. Aujourd'hui, personne ne veut assurer mon activité. Personne. Volontiers, demain, je demanderai à une institution, à la Banque de France, de vouloir de lui confier une partie de la gestion une partie des dépôts de mes clients en réserve, en disant tenez, je vous les donne et c'est vous qui en assurez la sécurité. Je serais tout à fait partant. C'est des points de régulation qui sont très importants parce que justement on évoque les difficultés ou les risques liés au piratage informatique. S'il y a en France des organismes qui sont en mesure et qui ont les moyens d'assurer des données numériques de façon tout à fait garantie pour la protection des consommateurs, je vous assure que des acteurs comme nous signons tout de suite et applaudiront cette démarche. Et on peut imaginer que ce soit moyennant une honnête redevance pour service rendu. Hein. Absolument. Oui, c'est une activité dont certains ont fait, en font la commercialisation en disant nous vous assurons du stockage de vos bitcoins chez nous contre telle redevance. C'est une activité extrêmement risquée, extrêmement complexe. C'est technique, donc il faut accepter de rentrer dedans. Et ça demande... Intéressant. Enfin, ce qui est intéressant dans les propos de M. Granval, c'est qu'apparemment, il est en attente de régulation. Et qui nous dit que la régulation est un élément de compétitivité du territoire français. Absolument. Donc c'est un point qui, pour la Commission des finances, est tout à fait utile. Si la France agit avec une régulation adaptée à Bitcoin, la France peut devenir un territoire intéressant pour les entrepreneurs et pour les activités liées au paiement électronique de demain. Mais elle peut aussi rapidement en faire un territoire que vont déserter les entrepreneurs et les acteurs de l'économie du paiement. Comme vous le citiez tout à l'heure, PayPal est un train qui est passé, que tout le monde a regardé passer, les banques les premières, souvent en le critiquant, et qui est allé s'installer ailleurs. Aujourd'hui, les banques essaient de rattraper le retard, mais avec 13 ans de retard, c'est trop tard. Merci beaucoup de ces éléments que vous nous apportez et qui, je l'espère, auront des suites concrètes. Monsieur Cornu, alors, vous avez entendu l'ensemble des questions. Les sujets peuvent sans doute se rassembler avec cohérence. Oui, absolument. Donc, certaines questions, effectivement, sont liées. Je vais y répondre sur certaines plus ou moins rapidement, suivant mes propres domaines de compétences, pour ne pas sortir de mon domaine. Mais en même temps, ça va me permettre de faire quelques distinctions qui me semblent très utiles pour mieux comprendre et pas mélanger dans la même boîte un certain nombre de choses. Donc, on va essayer de débobiner un petit peu tout ça. Tout d'abord, la centralisation de Bitcoin. 12 millions de Bitcoin aujourd'hui, 100 000 processeurs, comme vous dites. Ça ne veut pas dire 100 000 utilisateurs, puisque une petite technique, comme je vais vous le détailler tout à l'heure, puisque c'est le nombre de fois où aléatoirement je suis choisi une fois sur 100 000 que je vais être rémunéré par une création de Bitcoin. Donc si au lieu d'avoir un processeur, j'ai 1000 machines, eh bien je vais pouvoir gagner plus de Bitcoin sans avoir dépensé plus au départ. Donc une petite technique, c'est mettez 1000 ordinateurs dans une salle et ça sera plus rigolo, vous ne serez pas le premier. Donc ça veut dire que le nombre d'utilisateurs est un peu difficile à savoir. Du coup, j'élude aussi un peu la question des mineurs parce que par définition, eh bien je ne peux connaître que je ne connais pas les personnes qui font des transactions à l'intérieur des bitcoins. La transaction est visible, les personnes ne le sont pas. Je ne peux connaître les personnes, à condition évidemment de régulation, que celles qui vont changer les bitcoins en argent. Et donc, si j'achète des choses à l'intérieur, je peux rester mineur et être invisible du système. Si par contre, à un moment donné, cet argent-là, je vais le transformer en euros pour faire d'autres achats, donc plus en bitcoin mais en euros, eh bien à ce moment-là, on peut imaginer avec une régulation adaptée. C'est ce qui s'est passé, si j'ai bien compris, dans la collaboration qu'il y a eu entre Paymium et les douanes par rapport au problème de fraude. Donc il faut bien distinguer le passage de Bitcoin vers l'extérieur, qui lui peut être facilement régulé. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire que les radars, c'est
plus facile à mettre là. Par contre, à l'intérieur de Bitcoin, eh bien, vous avez des radars avec des transactions sur lesquelles, en fait, vous ne voyez pas les voitures. Donc, on a une petite difficulté quand même, c'est que je peux vous dire qu'elle est passée à 220, mais je n'ai pas la plaque d'immatriculation. Donc, effectivement, je peux mettre des radars entre Bitcoin et le reste du monde. Par contre, il ne s'agit pas d'un compte en banque, il s'agit d'un endroit où se font en même temps des échanges entre les personnes, échanges commerciaux, légaux ou illégaux. Donc, voilà un peu pour distinguer bien. La première distinction que je voulais faire, c'est entre, si je parle de Bitcoin, entre Bitcoin à l'intérieur, avec des échanges, et Bitcoin avec le reste du monde. Excusez-moi, je voudrais juste apporter une précision. C'est en partie vrai, mais il existe aujourd'hui des outils qui permettent d'analyser le trafic de transactions, enfin les transactions sur le réseau Bitcoin, qui permettent, mais ce sont des outils qui sont lourds à mettre en place et qui nécessitent des investigations profondes, mais qui permettent de remonter d'une transaction Bitcoin à une adresse IP selon certaines caractéristiques. C'est compliqué, c'est pas tout à fait au point comme technique et ça demande des efforts majeurs, mais ce n'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ce n'est pas impossible. Donc, à n'en pas douter, là aussi, les États-Unis mettent sûrement les moyens pour réussir à créer des outils qui vont permettre de tracer beaucoup mieux les transactions Bitcoin. Donc, Merci beaucoup de cette précision, Monsieur Cornu. Voilà. Donc, il s'agit bien, donc, non pas d'une question, mais de deux questions différentes, dont l'une est, je dirais, totalement de votre domaine de façon totalement classique, et l'autre est un peu plus technologique et un peu plus complexe. L'autre aspect là-dessus, la place de la France. Alors, en fait, il faut distinguer si la place de la France en termes d'institution ou en termes aussi de fonctionnement. Et là-dessus, je crois qu'il faut bien distinguer Bitcoin de l'ensemble des monnaies, y compris des nouvelles monnaies, alors je vais appeler virtuelles et décentralisées. Il se trouve qu'en parallèle de Bitcoin, un autre projet initié par la France, ou par un Français, s'appelle OpenUDC. C'est un projet qui est basé sur la théorie relative de la monnaie, donc une théorie monétaire qui a été développée d'ailleurs aussi également en France en partie, et sur lequel eh bien, la création monétaire est légèrement différente, avec un mécanisme qui pourrait sembler décentralisé, identique, etc. Et il y a deux petites distinctions que je vais faire en répondant à deux autres questions. Donc j'essaye de mixer vos questions par rapport à ça. La première, c'est le mécanisme de création monétaire dans Bitcoin. On disait tout à l'heure 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on considère que l'état d'un calculateur aujourd'hui permet en 10 minutes de faire un certain nombre de calculs. Évidemment, au fur et à mesure des années, il va falloir faire un calcul plus complexe pour que ça dure à peu près 10 minutes. Donc, on va dire à peu près 10 minutes égale 50 bitcoins pendant les 4 premières années. Donc, en gros, 2,6 millions de bitcoins par an. Ces bitcoins, ils sont affectés à qui? À toute personne qui crée un compte. Vous pouvez créer un compte et puis dépenser 3 fois rien. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'euros. Et une fois tous les... par hasard, eh bien, c'est vous qui allez justifier un ensemble de transactions. Ce n'est pas chaque transaction, mais un paquet de transactions. Et vous êtes rémunéré par une création monétaire de 50 bitcoins il y a encore ces 4 premières années et 25 bitcoins maintenant. Donc si je calcule bien, aujourd'hui, 2,6 millions fois 4 ans, ça fait 10 millions, 10 millions 5 à peu près. 10 millions 5, l'année 2, la deuxième facette de 4 années, ça fait 5 millions et des poussières. Et puis, on redivise par 2, etc. Et donc, on sait qu'à la fin, eh bien, on va à peu près arriver à 21, on va arriver même précisément à 21 millions de bitcoins. Ça, c'est un mécanisme monétaire spécifique à Bitcoin. L'autre mécanisme, par exemple sur l'OpenUDC, se base non plus sur la puissance de calcul de votre machine, mais sur un système de dividende universel. C'est-à-dire que chaque personne étant dans un système de type OpenUDC reçoit, une fois par mois, une fois par semaine, vous pouvez choisir, eh bien, une certaine part de la création monétaire, point final. Et donc, on va avoir des mécanismes un peu différents. Ce qui m'amène à un élément qui me semble particulièrement important, c'est que... actuellement, eh bien, quand on parle de rareté et de choses comme ça, il faut bien distinguer le protocole. Alors un protocole, c'est quelque chose qui peut être libre. D'ailleurs, c'est publié. J'ai analysé une partie du code Bitcoin pour pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Donc c'est un peu technique, mais ça se fait. Et puis c'est en fait derrière des choix. Mais il y a le paramétrage de ces protocoles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le code, il est libre. Il est visible par tout le monde. Il est actuellement mis en œuvre dans un logiciel que vous téléchargez quand vous voulez avoir des bitcoins. Les choix initiaux qui ont permis de donner à Bitcoin ces paramétrages, et c'est là-dessus évidemment que l'on peut avoir des aspects intéressants ou non, par qui ils sont faits. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que sur Bitcoin, ils sont faits par une personne
anonyme actuellement au départ, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un ensemble de personnes ou une personne, c'est un nom japonais, qui se présente comme un japonais de, je ne sais plus quel âge d'ailleurs, enfin bref, et c'est à peu près tout ce qu'on en sait, avec cette personne-là qui s'est retirée après. Alors évidemment, elle n'a pas de rémunération directe, de droits, etc. Par contre, les premiers bitcoins qui ont été échangés, le Genesis, comme on l'appelle, le premier paquet de transactions, eh bien, c'était avec lui, peut-être quelques-uns de ses copains, ou peut-être ce consortium. Et évidemment, il n'a pas besoin d'être rémunéré, puisque, comme on le disait tout à l'heure, il y a un avantage aux early adopters, comme on dit, c'est-à-dire aux premiers arrivants. Donc, je dirais, aujourd'hui, on résout le problème comme ça de rémunération de ce travail-là, simplement